Mesdames et messieurs, avec un nouvel épisode de Monde en Afrique et on commence avec cette nouvelle où le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni ce dimanche avec le Premier ministre Moustapha Madbouli. La réunion a principalement porté sur nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux, ainsi que sur les mesures prises pour la protection sociale des citoyens les plus démunis. Au cours de la réunion, le président el-Sisi a souligné la nécessité d'assurer les besoins de l'État en produits stratégiques pour des durées suffisantes. Et de retour au dossier africain où le Mali a fait face à une recrudescence d'attaques terroristes visant les forces de sécurité et certaines zones civiles dans un contexte de tensions sécuritaires croissantes au Sahel. Les développements récents au Mali confirment une intensification des activités des groupes terroristes dans plusieurs régions du pays, notamment dans le centre et le nord. Selon des informations concordantes publiées par des sources médiatiques internationales, plusieurs attaques coordonnées ont visé des positions des forces de sécurité, entraînant des pertes humaines et des dégâts matériels. Ces opérations s'inscrivent dans une stratégie visant à déstabiliser les zones déjà fragiles, notamment à travers des embuscades, l'utilisation d'engins explosifs improvisés et des attaques contre des axes de transport. Certaines localités ont également été temporairement perturbées par ces incidents, affectant la circulation et les activités économiques. Les autorités maliennes poursuivent leurs efforts pour contenir ces menaces en renforçant les dispositifs de sécurité et en multipliant les opérations sur le terrain. Dans ce cadre, plusieurs interventions ont permis de repousser des attaques et de sécuriser certaines zones stratégiques. Par ailleurs, ces événements interviennent dans un contexte régional marqué par une pression sécuritaire accrue dans l'ensemble du Sahel. Les frontières poreuses et la mobilité des groupes terroristes compliquent la coordination des efforts entre les pays voisins, renforçant les défis liés à la lutte contre le terrorisme. Sur le plan humanitaire, la situation reste préoccupante. Les populations civiles dans certaines zones continuent de faire face à des risques accrus, notamment en raison des déplacements internes et de l'accès limité aux services de base. Malgré ces défis, les efforts se poursuivent pour restaurer la stabilité et garantir la sécurité des populations, avec un accent particulier sur la coopération régionale et le renforcement de la capacité nationale. Dans ce contexte, la situation au Mali demeure un enjeu central pour la sécurité en Afrique de l'Ouest, avec des implications directes sur la stabilité régionale et les dynamiques sécuritaires du continent. Face à la flambée des prix du pétrole et aux perturbations des marchés mondiaux liées à la crise au Moyen-Orient, la Gambie a décidé d'injecter 200 millions de dalsis pour subventionner le carburant afin de contenir les prix à la pompe et protéger le pouvoir d'achat des ménages malgré une pression croissante sur ses finances publiques. Plus de détails dans ce commentaire. Pour faire face aux perturbations de l'approvisionnement mondial et à la hausse des prix du pétrole, exacerbée notamment par la crise au Moyen-Orient, le gouvernement gambien a pris la décision en avril de subventionner le carburant à hauteur de 3,3 millions de dollars. Cette intervention significative vise à stabiliser les prix à la pompe, en particulier celui du diesel, dans le but de protéger à la fois la population et les entreprises contre une forte augmentation, impliquant ainsi une dépense publique de plusieurs millions de dollars. Face aux perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole, le gouvernement gambien a mobilisé une subvention de 3,3 millions de dollars. Cette intervention vise à stabiliser les prix du carburant et à protéger les ménages et les entreprises de la hausse des cours mondiaux, exacerbée notamment par la crise au Moyen-Orient. Sans cette subvention, les prix à la pompe pour avril auraient atteint une hausse de 22,8% par rapport au niveau actuel et une augmentation de 47,4%. Le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines a attribué ces hausses à la volatilité des marchés internationaux des carburants. Les autorités collaborent avec le secteur pour garantir l'approvisionnement en carburant et surveillent la situation internationale pour envisager d'éventuelles mesures supplémentaires. Les experts soulignent que, bien que cette aide immédiate permette de maintenir les tarifs de transport et les prix des aliments stables, la répétition de ces interventions budgétaires fait pression sur les finances publiques déjà restreintes du pays.
Le Kenya a décidé de suspendre temporairement les normes de qualité sur les carburants afin de faire face à une pénurie liée aux perturbations des approvisionnements mondiaux provoquées par la guerre en Iran. Cette mesure d'urgence permet désormais l'importation de carburants à plus forte teneur en soufre, donc plus polluants, afin d'éviter une paralysie de l'économie dans un pays fortement dépendant des importations énergétiques en provenance du Golfe. Les autorités assurent que cette décision reste provisoire et sera réévaluée en fonction de l'évolution de la situation internationale. Toutefois, elle suscite des inquiétudes quant à ses effets sur l'environnement et la santé publique. Dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, d'autres pays africains pourraient être amenés à prendre des mesures similaires pour sécuriser leurs approvisionnements énergétiques. Et avec nous en ligne, M. Samir Suleiman, l'analyste politique, pour nous parler de la crise du marché pétrolier et des prix du pétrole dans la région. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Samir. Je vous entends pas assez bien, mais bon, on va essayer. Merci. Bonjour. Merci d'être bien avec nous. Merci. Dans quelle mesure, M. Samir, Dr Samir, dans quelle mesure la crise au Moyen-Orient révèle-t-elle la dépendance structurelle des pays africains comme la Gambie et le Kenya? En fait, vous entendez? vous me répétez la question parce que j'entendais la moitié. Je dis que dans quelle mesure la crise au Moyen-Orient révèle-t-il sur le monde et notamment sur le continent africain qui dépendait des importations de leurs carburants des pays du Golfe? Oui, très bien. Donc on dit bien qu'au Moyen-Orient, la crise au Moyen-Orient est particulier avec, bien entendu, avec la fermeture de Détroit d'Ormuz, met vraiment en lumière cette dépendance, en fait, parce que ces pays africains importent une part massive de leur énergie, souvent via le pétrole de Golfe, bien entendu. Donc quand les routes d'approvisionnement se réduisent, se compliquent, et ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins locaux. Et ça les rend vulnérables, exposés à des chocs externes. Et ça met aussi en danger leur stabilité économique. Donc ça révèle une fragilité structurelle qu'il va falloir dresser à long terme. Voilà, ça c'est le fond de la question, cette vulnérabilité, cette dépendance énergétique à cause de cette crise au Moyen-Orient. Et M. Samir, alors, est-ce que vous voyez qu'on a tous vu comment les pays subventionnent ou injectent plus de devises ou de l'argent pour subventionner le carburant afin de contenir les prix de l'énergie? Oui. Comment les pays peuvent faire ce déséquilibre budgétaire à long terme? En fait, ils n'ont pas trop de choix, soit creuser dans leurs réserves pour limiter les conséquences négatives, soit subventionner le carburant, soit accepter d'emporter de carburant en qualité moindre. Ça a des conséquences dans tous les cas. En principe, si c'est à court terme, ça peut passer, mais c'est à long terme, ça peut provoquer une crise à long terme, soit pour l'environnement, pour la santé publique et autres, bien entendu. C'est leur économie, les prix, les inflations, voire de risques sanitaires liés au carburant de moindre qualité. Donc tout dépend de l'évolution mondiale de cette crise et de quelle manière ça va être terminé.
mais elle est claire et les répercussions sont directes dans des pays fragilisés. On parlait de ça tout à l'heure de Gambie et de Kenya. Ces pays-là, ils sont très touchés par les moyens maritimes de transport de pétrole et d'énergie. Ils n'ont pas d'autres moyens. Donc ils n'ont pas encore mis une politique économique qui leur permet de trouver des alternances énergétiques. Alors nous sommes maintenant devant deux choix. On a le choix de la priorité comme pour l'assouplissement des normes environnementales parce qu'on a besoin du carburant de toutes sortes. On n'a pas de choix pour la sécurité énergétique et la durabilité. Pour une autre question, comment les perturbations des routes maritimes, notamment au niveau de Détroit d'Ormuz, le définissent-elles les stratégies d'approvisionnement énergétique des pays africains et du monde? Oui. La perturbation de routes maritimes force les pays africains à repenser à leur dépendance à une seule route maritime stratégique. Ils sont contraints de changer ou varier leurs sources, par exemple en explorant des accords avec d'autres régions productrices, investissant dans les infrastructures locaux ou régionales, voire même en cherchant à développer des sources alternatives comme l'énergie renouvelable ou alors obliger d'autres d'être plus résilients, mais aussi plus stratégiques dans leur politique énergétique. Oui. Alors exactement, comme je voulais vous poser cette question, cette crise peut accélérer la transition énergétique en Afrique pour renforcer la dépendance aux énergies fossiles en raison des contraintes économiques. Parce que cette crise peut encourager les pays africains ou les faire pression pour accélérer la transition énergétique. Donc c'est un vrai défi. Parce que beaucoup de pays africains manquent encore d'infrastructures, des capitaux et des technologies nécessaires pour développer leur propre production énergétique. Cela dit, il y a un potentiel énorme, notamment avec le solaire, l'éolien, et voire même l'hydrogène vert. Mais cela demande d'investissement d'envergure et de soutien international, une politique stable et aussi un soutien international, des partenariats pour transférer une technologie à un certain savoir-faire. Mais les pays africains eux-mêmes, ils ont besoin d'un coup de main externe, d'un environnement sain et des puissances sincères capables de leur prendre en main pour développer toutes ces sources dont on a évoqué. Oui. Monsieur Samir Soleiman, vous êtes analyste politique. Merci bien d'être avec nous dans notre programme Monde Afrique. Et on continue, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle où le président de Taïwan, Lai Ching-te, est arrivé samedi en Eswatini, situé en Afrique australe, après l'annulation d'une première visite en raison de restrictions de survol imposées par plusieurs pays africains. Selon ses déclarations, ce déplacement a pu être organisé après des arrangements diplomatiques et sécuritaires. Le président taïwanais a exprimé sa volonté de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques, agricoles et éducatifs. La visite a suscité une réaction immédiate de la Chine qui a réaffirmé sa position sur Taïwan, appelé les pays concernés à reconsidérer leurs relations avec l'île. Eswatini reste l'un des rares États à reconnaître Taïwan dans un contexte de pression diplomatique croissante. Passons de retour au Kenya où les pluies continuent à plonger plusieurs régions, dont Nairobi, dans une crise hydrologique prolongée, perturbant les transports, l'activité économique et mettant à rude épreuve les infrastructures dans ce pays africain.
Le Kenya fait face à une situation critique marquée par des inondations persistantes causées par de fortes pluies qui s'abattent sur une grande partie du territoire. À Nairobi, la capitale, plusieurs quartiers restent submergés après des précipitations nocturnes intenses, alors que les systèmes de drainage, déjà saturés, peinent à évacuer les eaux. Les zones basses de la ville sont particulièrement touchées avec des accumulations d'eau qui paralysent la circulation, notamment sur les grands axes routiers et dans les zones industrielles. Des quartiers comme Westland, Parkland, Eastlight ainsi que certaines parties de South C et South B enregistrent d'importantes stagnations d'eau, compliquant les déplacements quotidiens et ralentissant les activités économiques. Cette situation a un impact direct sur la productivité, les entreprises étant confrontées à des retards logistiques, à des perturbations dans l'acheminement des marchandises et à une réduction de la mobilité des travailleurs. Les heures de pointe sont particulièrement affectées, aggravant les pertes économiques. Au-delà de la capitale, les effets des intempéries se font sentir dans plusieurs régions du pays. Dans les hautes terres et les zones centrales, la saturation des sols augmente les risques de glissement de terrain et de crues soudaines. À l'ouest et dans le bassin du lac, les précipitations continues maintiennent un niveau élevé de risque d'inondation. La région côtière n'est pas épargnée, avec des pluies accompagnées de vents violents et une mer agitée, tandis que le nord-est connaît des épisodes d'orage intermittents. Cette situation généralisée met sous pression les infrastructures nationales et complique la gestion des urgences. Les prévisions météorologiques indiquent que les pluies devraient se poursuivre dans les prochains jours, ce qui pourrait aggraver les inondations dans certaines zones déjà saturées. Les autorités appellent à la prudence, notamment sur les routes, où des tronçons peuvent devenir impraticables sans avertissement. Dans ce contexte, les experts soulignent la nécessité de renforcer les systèmes de drainage et d'adaptation climatique, alors que le Kenya fait face à des phénomènes météorologiques de plus en plus extrêmes. La situation reste évolutive et exige une vigilance constante pour limiter les impacts humains et économiques. Le cycliste congolais Michael Masisi a lancé un défi hors du commun en quittant Goma dans l'est de la République du Congo pour rejoindre Rabat au Maroc à vélo. Son parcours long de 14 000 km à travers 17 pays africains vise à porter un message de paix dans un pays toujours marqué par les conflits. Avant son départ le 1er mai, Masisi a expliqué que la guerre et les souffrances vécues dans son pays constituent sa principale motivation. À travers ce périple, il souhaite démontrer que la RDC ne se résume pas à la violence, mais qu'elle est aussi capable d'initiatives porteuses d'espoir et de dépassement. Ce n'est pas une première pour le cycliste qui avait déjà réalisé un exploit similaire en 2025 en reliant Goma à Cape Town en Afrique du Sud, toujours pour promouvoir la paix. Son engagement inspire de nombreux jeunes et suscite un large soutien populaire, certains saluant un défi particulièrement difficile réalisé sans assistance motorisée. Pour les observateurs, cette initiative dépasse le cadre sportif et symbolise un acte citoyen fort. À travers ce voyage, Michael Masisi incarne une volonté de changement et un appel à la paix, utilisant le sport comme moyen de sensibilisation et de mobilisation à l'échelle du continent. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre programme Monde en Afrique. Merci bien de le suivre et bonne soirée.